On vous propose ce soir, bonsoir, bienvenue, une présentation sur le thème du tourisme balnéaire, les archives du tourisme balnéaire. Comment faire l'histoire avec les sources des archives départementales? Donc, ça prend place dans le cycle de conférences, d'ateliers, de cours qu'on peut proposer aux archives. Vous m'entendez pas beaucoup? Je vais prendre un micro. Parfait. Donc, comme je le disais, les archives départementales proposent ainsi des cycles d'ateliers, de cours, de conférences pour vous aider à faire des recherches dans les archives, ou aussi voilà, vous montrer toute la diversité des documents qu'on peut avoir dans les archives et toute la diversité de sujets qu'on peut aussi aborder avec ces documents, notamment, par exemple, eh bien, à l'histoire du tourisme balnéaire en Loire-Atlantique et dans le département. Voilà, donc le petit point sur les comment faire l'histoire. Et donc, un petit point d'abord pour vous expliquer comment vous pouvez accéder à tous ces documents que je vais vous montrer ce soir. Il y a plusieurs façons d'accéder aux documents d'archives, les documents qui sont conservés aux archives départementales. Vous pouvez y accéder d'abord de la façon la plus simple, via notre site internet, les archives numérisées qui sont en ligne. Peut-être que certaines d'entre vous les utilisent déjà ou les connaissent déjà. On va dire que c'est la façon la plus simple d'accéder aux documents. Donc ça, c'est l'interface. Donc sur notre site internet, pour voilà, accéder à chaque type de document, pour chaque type de document, vous avez un moteur de recherche particulier. Donc là, par exemple, alors, il y a des fonds qui vont beaucoup nous intéresser ce soir, par exemple les cartes postales. On a des fonds de cartes postales aux archives départementales. Et donc, des fonds de cartes postales, vous avez ce petit moteur de recherche pour faire des recherches sur les cartes postales, donc qui concerne surtout la période 1900-1930. Vous pouvez faire des recherches avec différents critères, par exemple la commune. Si je fais une recherche, par exemple sur Pornichet, voilà des exemples de résultats avec, par exemple, voilà, une carte postale de Dimanche à la mer, on est au début du XXe siècle, à Pornichet. Voilà, vous pouvez aussi les télécharger. Vous avez le petit, voilà, ce petit symbole en bas avec la flèche là, qui va vers le bas pour télécharger les documents si vous voulez les récupérer, sachant qu'après, si vous voulez les réutiliser, bien sûr, vous ne pouvez pas les réutiliser sans l'accord des archives départementales. Un autre fonds qui peut être intéressant aussi dans le cadre, par exemple, de l'histoire du tourisme, le fonds de photographie. Les photographies conservées aussi aux archives. Donc, de la même façon, un moteur de recherche comme celui-ci. Alors, on peut faire des recherches par commune, aussi, on peut aussi faire des recherches par une sorte de recherche libre qui va aller chercher en fait dans les descriptions et les titres des documents. Ce qui est sans doute la façon de chercher qui est la plus intéressante. Donc, par exemple, je fais une recherche sur la plage et je vais avoir donc un ensemble de résultats avec toutes les photographies, avec le mot plage dans les descriptions. Là, par exemple, vous avez un exemple donc de photographie on est sur une plage de Pornic dans les années 1904-1910. Donc ça, c'est la façon la plus simple d'accéder aux documents, mais tout n'est pas en ligne. Bien sûr, il y a des documents que vous pourrez consulter si vous souhaitez les consulter. Vous ne pourrez les consulter qu'en salle de lecture. Donc la salle de lecture des archives départementales, l'accès est libre et gratuit. Vous avez simplement une inscription à faire quand vous venez pour la première fois. Donc, simplement pensez à se munir d'une carte d'identité, d'une pièce d'identité. On vous fait une carte de lecteur, de lectrice, et vous allez pouvoir donc venir en salle de lecture, ouverte du lundi au vendredi, 9h à 17h, sauf le mardi, 13h30, 18h. Et vous allez pouvoir faire des demandes de documents si vous souhaitez les consulter. Mais pour trouver les documents que vous souhaitez consulter, il faudra d'abord repérer, identifier ce document et donc faire des recherches dans ce qu'on appelle les inventaires, tous les instruments de recherche qui décrivent les fonds et les documents qu'on conserve aux archives. Pour consulter, interroger ces inventaires, vous pouvez aussi passer par le site Internet. Donc ça, vous pouvez le faire depuis chez vous. Et vous avez un moteur de recherche, que vous voyez là, où vous allez pouvoir faire des recherches, par exemple, en mode texte libre. Vous voyez le premier critère de recherche en haut, qui est un peu une recherche Internet classique, finalement. C'est-à-dire une recherche comme sur un moteur de recherche classique sur Internet. Donc, par exemple, je tape le mot plage en texte libre et je vais avoir les résultats qui s'affichent de cette façon. Donc là, vous voyez 3233 cotes, donc documents, enfin de boîtes liasses d'archives avec des documents qui concernent la plage, que les archivistes ont décrit comme voilà, concernant la plage. Ça fait beaucoup de résultats. Vous avez des critères de tri sur le côté, là.
pour pouvoir trier vos résultats et trouver des choses plus pertinentes. Donc, par exemple, on va pouvoir filtrer par lieu. Si je choisis le Croisic, je vais déjà avoir plus que 160 résultats uniquement concernant le lieu du Croisic. On peut aussi faire des recherches par mots-clés, donc c'est-à-dire une indexation qui a été faite par les archivistes qui ont décrit ces documents. Vous allez avoir une indexation avec des mots, des thèmes thématiques dans un ensemble de mots limités en quelque sorte, donc pour faciliter aussi les recherches sur certains thèmes. Et donc si par exemple je choisis tourisme, vous voyez déjà en tourisme, je vais avoir le choix entre différentes thématiques. On va se concentrer sur le tourisme balnéaire et on va avoir 1545 résultats. Là, je ne vous ai pas mis d'exemple, mais voilà. Voilà le principe. En dehors de ces différentes façons de chercher, d'accéder aux documents, vous avez aussi plein d'outils qui peuvent vous aider, de ressources, que ce soit en ligne ou sur le site, je veux dire, in situ aux archives départementales, et qu'il faut aussi savoir mobiliser si on veut voilà, être efficace, pertinent dans ses recherches. Là, par exemple, donc, vous avez le moteur de recherche des fonds, pour les fonds de la bibliothèque. On a une bibliothèque historique aux archives, avec plein d'ouvrages sur l'histoire du département, même de la région. Aussi des ouvrages anciens qui peuvent être intéressants. Je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure. Je ne m'attarde pas plus parce que le moteur de recherche va bientôt changer et va être beaucoup plus ergonomique, intuitif que celui-ci qui est un petit peu difficile à prendre en main. Voilà, mais quelques exemples de résultats. Par exemple, 644 résultats sur le tout. Sur le site Internet des archives, vous avez aussi des ressources qui peuvent être tout à fait intéressantes et faciliter les recherches. Par exemple, vous allez pouvoir consulter les anciens numéros des liens d'archives qui sont les publications des archives, où on peut avoir des aides à la recherche, des présentations de fonds, des choses comme ça. Donc là, par exemple, je vais aller voir les liens d'archives, je fais une recherche, je peux faire une recherche libre dans les publications. Donc j'ai fait une recherche sur le tourisme. Vous voyez que j'ai déjà accès alors, à des liens d'archives qui sont faits des catalogues d'expos qui se sont tenus aux archives. L'expo sur le sport, sur la pub, sur les femmes, etc. Puis aussi les liens d'archives proprement dit, donc plus classiques, on va dire. Donc, par exemple, le numéro 43, vous allez pouvoir consulter en ligne, où il y a eh bien, tout un article sur la mise en ligne des inventaires des fonds d'architectes, avec plein d'infos sur quels fonds d'architectes on peut avoir, comment les chercher, etc. Surtout qu'il y a eu un gros travail pour permettre une meilleure indexation de ces fonds et faciliter vos recherches aussi si vous cherchez des choses. Et on va voir que les fonds d'architectes concernent aussi l'histoire du tourisme. Donc voilà, pour le principe des recherches, si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre en fin de séance, il n'y a pas de souci, si vous voulez quelques infos plus précises sur certaines façons de chercher. Donc maintenant, je vais vous montrer des exemples de documents qui documentent justement l'histoire du tourisme balnéaire dans le département. Et voilà, et juste vous montrer comment ils peuvent nous raconter un petit peu l'histoire du tourisme dans la région. Alors, on peut avoir, par exemple, ce type de document, une affiche, qui nous parle de l'eau minérale ferrugineuse de Préfaille, si vous connaissez donc, la source de Préfaille, l'origine de la fréquentation, du mode du bain de mer, de la fréquentation des côtes. Voilà, au début de ce développement de ce tourisme balnéaire, il va y avoir une dimension très hygiéniste, où vraiment on va au bord de la mer pour des raisons thérapeutiques, médicales, etc. En recherche de bonne santé. C'est une mode qui vient à l'origine plutôt d'Angleterre. Et donc, parmi les pratiques qu'il peut y avoir autour de cette première forme de tourisme, il y a notamment donc, il y a des prescriptions d'eau de source particulières qu'il faut aller voir et boire aussi et goûter. Donc, par exemple, l'eau minérale ferrugineuse, là, vous avez un exemple de petite notice publicitaire à propos de la source de Préfaille qui a fait l'objet d'analyse pour montrer à quel point elle est effectivement pleine de bénéfices. Voilà, et vous avez aussi, alors, dans les archives, par exemple, cette notice écrite par le docteur Ange Guépin en 1856, donc qui nous vante les mérites de cette eau de Préfaille. Il parle aussi des bains, on voit que les deux choses déjà sont liées. Et les bains de Préfaille se prennent en face du village. Nulle part, il n'est plus facile de recevoir ces douches excellentes que donnent les vagues, etc. Voilà, donc il y a les sources, il y a aussi le bain de mer proprement dit. Donc ça, c'est dans les fonds de la bibliothèque. On a, par exemple, cette notice médicale sur les bains de mer du Croisic, qui date de 1855.
hein, et qui, dans l'introduction, nous dit bien l'usage des bains de mer est devenu, grâce à la rapidité des communications, presque une habitude hygiénique. Les familles des grandes villes se sont accoutumées à quitter leur atmosphère plus pesante pour venir réparer en quelques semaines les fatigues de l'année. Voilà, et le nombre des baigneurs s'accroît à chaque saison. On va retrouver donc ces deux aspects aussi dans des affiches publicitaires. Là, on est à la fin du 19e siècle, donc une affiche pour les chemins de fer, le train qui va permettre le développement du tourisme à cette époque. Ou parmi les arguments, il y a donc pour Pornic, eh bien, les sources ferrugineuses et les établissements hydrothérapiques qui vont ouvrir sur la côte. Il y a aussi des établissements thérapeutiques qui vont s'implanter sur la côte. Donc, par exemple, à la Baule, l'Institut Verneuil, qui est inauguré en 1887, ou au Croisic, l'hôpital marin de Pimbron. Vous avez une carte postale là, qui montre la pouponnière de l'hôpital. Des instituts qui étaient destinés aux enfants qui souffraient de tuberculose pour la convalescence de la tuberculose. Ça y est, donc le séjour sur la côte. Donc, au début, il y a cette dimension hygiéniste, et puis petit à petit, une dimension vraiment plus de plaisir, de loisir qui va arriver, avec donc cette pratique de la baignade. On fait la promotion, et qui va se développer d'abord comme une distraction, mais d'abord pour certaines classes sociales, hein, classes sociales favorisées. Voilà. Là, on est en 1841, quand même. Voilà. Déjà en 1841, on nous dit Pornic était à peine connu il y a 12 ans. Mais voilà, c'est seulement depuis que les bains de mer sont devenus à la mode et ont été regardés comme remède ou comme palliatif de beaucoup de maladies que Pornic a acquis une certaine célébrité. Les habitants des deux rives de la Loire viennent y chercher pendant la belle saison le plaisir et la santé. Donc il y a bien les deux aspects. C'est le rendez-vous de la noblesse et de la fashion des villes de Nantes, Angers, Saumur, Tours, Blois, etc. Et donc à Pornic, on trouve le premier établissement de bain ouvert dans le département, fondé en 1830. Là, on est dans un guide de Nantes de 1862, donc qui nous dit l'établissement fondé en 1830 à l'instigation de Monsieur Le Breton. Donc un établissement de bain, mais on y donne aussi des bals, des concerts, etc. Donc, on parle déjà de masse de baigneurs qui affluent chaque année à Pornic pendant la saison des bains. Donc, voilà une vue de cet établissement de bain, donc ouvert en 1830, dans une gravure de 1841. Voilà, un autre établissement qui va ouvrir au Croisic. Là, vous avez en photo un courrier qu'on trouve dans les archives de la préfecture, dans des ponts et chaussées, pardon. Un courrier de M. Deslandes, au préfet, M. Deslandes, qui a fondé cet établissement. Donc là, on est en 1848. Et il nous dit déjà, donc c'était établissement qui déjà offre de très grands avantages à tous les habitants, notamment à la classe laborieuse et indigente du Croisic, par tous les étrangers qui y attirent. Voilà, et il écrit voilà, au préfet pour avoir le droit d'étendre ses établissements. Donc, établissement de bain hydrothérapique, mais aussi avec des distractions. Donc là, on est à nouveau dans le guide de 1855, je crois. Donc, les baigneurs qui veulent une distraction, une expérience existante active. Donc, l'établissement a aussi des salons, des billards, des journaux, des promenades, de bonne musique, quelques bals, quelques concerts, des tirs à l'arbalète, au pistolet, des voitures, des chevaux et des ânes. Alors, cette pratique du bain ne s'adresse pas à tout le monde. Là, en 1845, on a un monsieur Caillot, je crois, qui écrit un voyage, en bateau à vapeur entre Nantes et le Croisic, et qui parle voilà, des gens qui pratiquent les bains de mer. Donc, eh bien, ce sont les riches, les oisifs, les employés d'administration qui peuvent obtenir des congés sans perte d'appointement, les juges, les avocats, les procureurs du roi, les avoués en vacances, les députés fatigués de ce qu'ils appellent les travaux de la session, les épiciers retirés des affaires, et toujours quelques Anglais plus ou moins attaqués de la maladie nationale. On se moque un petit peu dans le livre des personnes qui pratiquent à l'époque le bain de mer. Là, on est plus tard, en 1887, et c'est un petit peu plus tardif, mais alors c'est les gens qui écrivent au préfet pour demander l'autorisation de réouvrir le casino de Pornichet, qui avait été fermé, et il décrit voilà, les personnes qui sont attirées par ces distractions du bord de mer, et nous dit bien donc le monde des arts,
pendant toute la saison d'été, donc la présence d'étrangers appartenant pour la plupart au monde des arts, de la littérature, du haut commerce, qui a déjà modifié et modifierait encore l'esprit fort arriéré des populations de cette côte de la Bretagne. D'apprécieront. Voilà, et donc déjà à l'époque, eh bien, on commence à aménager les plages pour la pratique de la baignade. Là, on est donc en 1855, on est décrit la plage devant l'établissement du Croisic, avec un tremplin et un radeau fixés dans la mer pour les plongeurs et les nageurs, des maîtres habiles chargés de la surveillance des bains qui donnent des leçons de natation. Là, sur cette vue de Pornic en 1841, on voit déjà des cordes et des piquets donc, qui vont permettre aux gens d'aller se baigner. On voit aussi des cabines en arrière-plan. Là, nous sommes en 1854 et donc les autorités, là on est dans les fonds de la préfecture, les autorités s'inquiètent du manque de sécurité sur certaines plages. Donc au Croisic, il y a déjà des boîtes pour les noyer. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Mais malheureusement, sur d'autres plages, comme au Pouliguen, au Bourg-de-Basse, à la Turballe, il n'y a pas même un plongeur, une barque, rien enfin qui puisse venir au secours d'une personne qui se noie. Voilà, et puis on trouve des notices, alors on est au début du XXe siècle, donc aussi plus tardif, mais on voit qu'il y a encore un encadrement, des prescriptions médicales autour du bain de mer, puisque là on nous décrit très précisément comment se baigner, il y a une espèce de tout un rituel autour de ça. Voilà. Donc, déjà, ne pas se baigner sans l'autorisation de son médecin. Voilà, on peut se baigner que la mer soit haute ou basse, etc. Il conseille quand même, donc le baigneur de passage, le baigneur des trains de plaisir peut se baigner le lendemain de son arrivée. Et le baigneur de saison fera mieux d'attendre d'être à peu près acclimaté, environ 3 ou 4 jours. Voilà, et donc pour le bain sur la plage, eh bien évidemment, voilà, on va changer de tenue, on va adopter des tenues adéquates, on va se déshabiller, il faut aussi trouver des endroits pour se déshabiller. Donc, ça engendre aussi voilà, tout un tas d'enjeux, ça pose des questions de morale, de décence, etc. Et on va trouver aussi des traces de cela dans les archives. Alors déjà, l'évolution des tenues de bain qu'on peut documenter avec les cartes postales. Avec des cartes postales, on est au début du XXe siècle. Pardichet, la Baule, là on a une belle, voilà, comment dire, belle vue, panorama sur tout un ensemble de tenues de bain de l'époque. Là, on est à Pornic au tout début du XXe siècle. Alors ça, c'est pas une carte postale, c'est une photographie. Voilà, et donc on a aussi alors, des gens qui ne peuvent pas forcément se payer de costume de bain ou qui peut-être ont l'habitude de ne pas en porter, et ça va aussi poser des problèmes suivant les habitudes sur certaines plages. Donc là, c'est un extrait de délibération municipale de la commune du Pouliguen. On est en 1875, et donc il y a un problème puisque en face d'une maison, de l'autre côté de l'étier, il y a une plage où, alors voilà ce qui est dit, il se produit sur la plage riveraine des faits qui blessent la décence et la morale publique. Journellement et surtout le dimanche, des hommes s'y baignent sans aucune espèce de costume, en interdisent ainsi l'accès aux promeneurs et deviennent un scandale pour les femmes qui habitent la maison où Monsieur Douillard, de Monsieur Douillard, donc c'est la personne qui habite en face, comme pour celle que le hasard amène de ce côté, et que la grande proximité du Pouliguen le fait aussi souffrir de ce désordre. Et puis, il y a aussi les problèmes de trouver des lieux pour se changer. Là, donc c'est un courrier au préfet en 1897 d'un riverain d'une plage aussi qui écrit. Donc, j'ai été autorisé, il y a 4 ou 5 ans, à faire planter des pieux de défense le long de ma propriété, qui est limitée par la plage, pour me garantir de l'envahissement de la mer, ainsi que des déprédations des baigneurs qui ne se gênaient pas pour venir se déshabiller dans mes vignes. Je me rappelle aussi qu'il y avait beaucoup de vignes à l'époque sur la côte. Voilà, donc pour remédier à cela, il va y avoir des installations dédiées, les cabines de bain qu'on va voir apparaître sur les bords de plage et sur les côtes. Là, on a une vue de Pornic, la pointe Courmalon, en 1800, dans les années 1840. Je n'arrive pas à retrouver, mais oui, 1846. Voilà. Là, on a une vue du bourg de Basse, c'est-à-dire Basse-sur-Mer. On est à la fin du 19e. On voit déjà qu'il y a une bonne implantation des cabines.
Voilà, et donc ce sont des installations qui viennent s'implanter sur le rivage public, enfin sur le domaine public maritime, puisqu'ils les rivages. Et donc, de fait, il y a une régulation qui va se faire par les autorités. On trouve dans les archives des ponts et chaussées ou de la préfecture des choses voilà, en rapport avec cette régulation des installations temporaires, notamment cet arrêté, par exemple, de 1903, qui réglemente les concessions qui vont être faites pour les cabines de bain, qui ne pourront être que des établissements volants et démontables, et ne seront en principe installés sur la plage que pendant la belle saison, soit du 1er mai au 15 octobre de chaque année. Il y a aussi les niveaux haut de gamme des cabines pour se changer, comme celle, par exemple, du casino de Pornic. Vous pouvez voir un plan ici dans une revue d'architecture. Voilà, et puis ça va perdurer, les cabines, les tentes, etc. Là, on est sur la plage de la Bernerie dans les années 1950. Je crois que ça marque fortement le paysage de la plage et des... Voilà. Donc, je vous ai parlé des débuts du tourisme balnéaire, ce qui va beaucoup bouleverser donc, et développer la pratique du tourisme balnéaire. C'est bien sûr l'arrivée du train et du chemin de fer. Ça aussi, on peut le documenter par des archives. Par exemple, ces cartes postales, là, on est à Préfaille avec l'arrivée du train de touristes. On va avoir donc des créations de lignes de chemin de fer avec, en 1876, l'ouverture de la gare de Pornic et en 1879, l'inauguration de la ligne Saint-Nazaire-Le Croisic. Là, vous avez vu en carte postale de donc la gare du Croisic. Donc, dans les archives de la Chambre du commerce aussi, on va trouver des documents qui concernent ce développement du train, le développement des voies de chemin de fer, là, une carte de 1878. Vous voyez que la ligne pour accéder à Pornic, mais pas encore celle pour aller à Croisic. Il y avait plusieurs, comment dire, demain, je ne sais plus, tracés, itinéraires, voilà, qui avaient été envisagés. Là, on est sur une carte d'un guide touristique des années 20, 1921. On voit que les lignes de chemin de fer se sont développées tout le long de la côte, hein, aussi bien au nord de la Loire qu'au sud. Voilà, et donc on va aussi trouver dans les archives des affiches de promotion de ces trains, par exemple donc pour les bains de mer de Pornic, station balnéaire, donc pour les chemins de fer d'Orléans, à seulement 8 heures de Paris et 1 heure de Nantes. Et dans les brochures publicitaires, on peut aussi trouver donc ces publicités pour les billets avec déjà des tarifications spéciales pour les billets pour les bains de mer de l'océan, les excursions à la mer. Voilà, et des horaires spéciaux pour pouvoir répondre à la forte demande des touristes qui veulent se rendre sur la côte. Donc depuis Nantes et aussi depuis Paris. Voilà, donc développement du chemin de fer qui va entraîner le développement des stations balnéaires du département. En premier lieu, alors, la station de la Baule, on désigne parfois comme la fille du chemin de fer. Vous avez cette affiche qui fait partie aussi de nos fonds. Là, vous avez alors ça, c'est un tableau. Peut-être que vous avez déjà vu si vous avez visité les archives départementales, parce qu'il est exposé dans l'ancienne salle de lecture, qui est maintenant un espace de travail, le travail des collègues du pôle moderne des archives. Ah, c'est une vue des dunes d'Escoublac en 1848. Ça donne une idée de l'état de la côte à l'époque. Ce sont principalement des dunes qui avaient envahi les rivages, le village d'Escoublac. Ces dunes vont être boisées, et puis donc le chemin de fer va être construit, et des actionnaires de la compagnie de chemin de fer vont acquérir des terrains. Donc messieurs Darlu et Hennequart, 1879, qui s'arrêtaient par un heureux hasard dans ce site enchanteur. Donc ça, c'est une brochure publicitaire des chemins de fer. Voilà, extasiés, ravis au-delà de toute expression, et que s'assirent dans ce merveilleux bois d'amour. Et voilà, ils pensèrent qu'il ferait bon vivre dans ce site incomparable et créer une plage où les citadins viendraient se reposer des luttes de la vie, où les enfants viendraient chercher la force et la santé. Donc la station va ouvrir, va se développer, encore va connaître une nouvelle phase de développement aussi dans les années 1920, avec le lotissement de nouveaux quartiers, le quartier de la Baule-les-Pins. Alors vous avez aussi dans les archives des plans d'aménagement, par exemple, et des dossiers dans les dossiers
de l'administration préfectorale sur tout ce qui concerne l'aménagement et l'embellissement des communes. Vous avez par exemple ce plan d'aménagement de la Baule de 1925. Voilà, il va aussi y avoir des travaux sur le front de mer, la réfection du boulevard le long de la mer. On peut voir là en carte postale. Nombreuses vues de l'époque, voilà, de Rambert, la carte postale. Voilà, alors ce développement, cet aménagement ne font pas comment dire, le bonheur de tout le monde, et notamment de ceux qui voudraient que la Baule reste une modeste station familiale. Voilà, on a des comités qui se montent, comité de défense des dunes boisées de la Baule-sur-Mer. Dans cet exemplaire de journal, observons le bois d'amour. Et donc, voilà, ils regrettent la plage de la Baule et le rendez-vous de nombreux bambins. Que les projets d'extension de la plus grande Baule ne la transforment pas en un champ d'entraînement hippique, en vélodrome et en autodrome, puisqu'ils déplorent voilà, le survol d'avions, le développement de l'équitation et puis aussi le développement de la voiture qui était fort à l'époque. Voilà, là on est dans des archives du syndicat des pages de Préfaille. On va retrouver aussi un petit peu le même type de problème à Préfaille. Donc, certains membres de ce syndicat craignent que la constitution de Préfaille en station touristique modifie le caractère calme et tranquille de la station balnéaire en y attirant une foule d'étrangers et amène la transformation du pays par la création de routes et de soi-disant embellissements. Mais d'un autre côté, d'autres prétendent au contraire qu'il ne pourra être fait droit aux nombreuses plaintes que l'on reçoit tous les ans sur les conditions matérielles de la vie à Préfaille, propreté, hygiène, eau, sécurité, que le jour où la municipalité, par le moyen de la taxe de séjour, disposera de ressources nécessaires. Donc on voit dans ce développement des stations, le changement de catégorie des stations, il y a aussi des enjeux fiscaux, bien sûr, et financiers, économiques. Donc ce développement des stations, il va se voir d'un point de vue architectural, point de vue des bâtiments, avec l'implantation de bâtiments dédiés à accueillir les touristes et villégiateurs, avec la construction de ce qu'on appelle des villas ou des chalets. Donc là, on est dans un guide, guide du baigneur, écrit par Léon Maître en 1895, qui nous explique, alors en parlant de Basse, le Croisic, le Pouliguen, on a construit comme partout de nombreux chalets de toutes dimensions qui se louent à des prix très variables suivant la beauté de la saison et l'affluence des étrangers. Donc, le chalet était le premier terme utilisé donc, sur le littoral pour des constructions qui étaient d'abord surtout en bois. Donc des chalets en bois, mais pas que, aussi des villas, donc comme la villa de la Malouine, la première villa construite à Pornic, en 1840. Là, vous avez une gravure justement des années 1841. Voilà, d'autres exemples de ce qu'on appelle des chalets, donc en carte postale, toujours à Pornic. Et puis, ce qu'on va appeler aussi les villas, donc par exemple à la Baule, qui est villa, une espèce de terme, une sorte de terme générique pour désigner l'architecture balnéaire de façon générale, sans désigner un style particulier. On va voir, il y a plein de styles différents. Ces villas. L'histoire des villas qu'on peut aussi documenter par les fonds d'architectes dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, les fonds de l'architecte Pierre Cassard, qui était un architecte de Pornichet, qui a exercé dans les années 1920-1960, qui a dessiné ces modèles de chalets ou de villas. Vous pouvez aussi consulter les fonds de l'architecte Georges Vachon, qui a beaucoup travaillé pour des villas sur la côte d'Amour, à Baule, Pornichet. Donc là, l'exemple d'une villa de Pornichet, la villa Caire Souveraine, construite pour la comtesse de la Nélé, dans les années 1930, si je ne me trompe pas, voilà, dans un style néoclassique italien, avec, donc, par exemple, dans les archives, ce type de vue. Il a aussi travaillé sur d'autres projets, donc, par exemple, cette villa de style basque, puisqu'on trouve aussi des villas de style basque sur la côte. Alors, un autre architecte intéressant pour cette histoire, c'est l'architecte Paul-Henri Danessen, qui a exercé pendant l'entre-deux-guerres, en particulier à la Baule. Un exemple de vue intérieure pour une villa, Monsieur le comte de la Pérouse, à la Baule.
la bibliothèque. Donc, les villas, les chalets, et puis aussi des hôtels et des casinos qui vont servir à accueillir les villégiateurs et qui vont aussi beaucoup marquer le paysage et l'architecture du littoral. Donc là, par exemple, sur cette vue, alors là, c'est une photographie aérienne des années 1950. Donc, de la Baule, où on peut voir le grand hôtel de la Baule qui se trouve ici. Donc, un des 4 grands palaces de la Baule, avec le splendide l'hôtel royal d'Hermitage, a été construit à la fin du 19e siècle et dans les années 1920, il va faire l'objet de modifications, notamment par Georges Vachon et aussi par Paul-Henri d'Atessen. Ça, qui fait un dessin tiré du fond des archives du cabinet de Paul-Henri d'Atessen. Vous avez aussi des vues, par exemple, du salon, du hall et du living room. Voilà, un autre hôtel, donc l'hôtel Royal, s'est installé dans les bâtiments qui étaient autrefois ceux de l'Institut Verneuil, dont on parlait au début du XXe siècle, avec le casino qui va être construit à côté. Voilà, là aussi, Paul-Henri d'Atessen a travaillé sur l'aménagement intérieur de l'Hôtel Royal. Donc, vous avez ce type de vue en perspective, par exemple pour le tea room de l'Hôtel Royal des années 30. Donc, les hôtels, aussi les casinos, comme celui de Pornic, ont marqué l'architecture balnéaire. C'est une vue aussi d'une revue d'architecture. Là, c'est à nouveau ce courrier envoyé au préfet en 1887 pour demander la réouverture du casino de Pornichet, qui souligne bien que le casino de Pornichet a été jusqu'ici l'élément essentiel de prospérité de la plage de ce pays, et que sa suppression éloignera les baigneurs et détournera les familles d'un endroit dépourvu de distraction. Donc, on sent bien l'importance que peut avoir le casino dans l'économie du tourisme balnéaire. En tout cas, c'est ce que défendent les personnes qui souhaitaient la réouverture du casino. Donc, ce casino, d'ailleurs, va réouvrir et il va faire lui aussi l'objet d'aménagement et d'expansion dans les années 1920 par aménagement dessiné par Georges Vachon. Là, vous avez vu de 1926. Là aussi, donc toujours Georges Vachon, casino de Pornichet. Voilà, alors les activités du casino, et aussi plein d'autres activités qu'on peut faire en bord de mer, et on a aussi des traces de toutes ces activités dans les archives qu'on peut avoir aux archives départementales. Donc la bicyclette sur le bord de mer, par exemple, on peut avoir sur cette photographie en plaque de verre, fin 19e, début 20e siècle. Là, vous avez une brochure publicitaire qui nous explique qu'à Pornichet, eh bien, il y a des bals, des kermesses, des courses de chevaux, de bicyclettes, des fêtes de fleurs, le Cursal municipal, c'est-à-dire le casino, qui offre des jeux comme les petits chevaux, des représentations théâtrales, des cours de danse, etc. Donc, il y a aussi des activités pour les enfants, les promenades à âne, l'escarpolette, les pistes pour bicyclettes, les voitures de chèvres, etc. Donc, justement, des promenades à âne sur la plage, qui faisaient partie des activités de l'époque qu'on proposait aux enfants. On va retrouver sur des cartes postales. Mais sur la pêche à la crevette, la pêche au carlet, au croisic. Il y a aussi les promenades et les excursions qu'on peut faire le long de la côte, sur les plages, voilà, découvrir les environs, etc. On a des traces justement de ces promenades aussi dans les fonds de photographie qu'on peut avoir. Là, cette photographie, oui, alors là, on est à Sainte-Marguerite, voilà, Sainte-Marguerite, Pornichet, je crois. Au début du XXe siècle, les promenades sous les pins. Cette photographie qui est tirée du fond Xavier Boudet, qui était un médecin et un pharmacien qui a exercé dans le pays de Ré, qui était aussi photographe amateur. Voilà, qui a notamment pris des clichés de la vie sur la côte et de la vie touristique sur la côte. Et aussi de petits trains touristiques sur la plage de la Baule. Mais aussi les excursions en mer. Là, c'est un encart dans un des journaux, pardon, on va parler après. Voilà. Les excursions en mer, par exemple. Et puis, voilà, au-delà de ça, donc vous avez toute une vie qui va
se faire pendant la saison touristique, vie mondaine d'abord, parce que c'est d'abord des classes sociales favorisées qui vont fréquenter ces stations. Pour avoir une idée de cette vie, vous pouvez par exemple consulter les journaux. On a une partie de notre presse qui est numérisée, que vous pouvez consulter en ligne. Vous avez des journaux qui étaient dédiés, des journaux de la côte qui parlaient de cette vie sur la côte pendant la saison touristique, par exemple le journal La Mouette ou le journal La Brise. On peut retrouver dedans, par exemple, la liste des villégiateurs de l'époque. Là, vous avez la liste de toutes les personnes qui sont arrivées à Pornichet, première semaine d'août 1922, dans quel chalet ils vont loger, etc. Voilà, il y a aussi une dimension dans cette vie mondaine de mode et d'élégance qui est promue, on va dire. On peut retrouver dans certaines revues, comme la revue des plages de l'océan. Alors là, on est dans le journal La Brise, je crois. On a un compte-rendu d'une soirée en août 1922. Voilà, Mademoiselle Le Maire portait sur une jupe rose pâle une casaque élégante de teinte gris-argent. L'ensemble était harmonieux, etc. C'est un peu la presse people de la côte de l'époque. On a aussi en photographie, donc les personnes qui seront photographiées, tenues sur la plage. Des publicités, bien sûr, autour de la mode. On est dans les années 1920. Cette saison touristique, elle est aussi rythmée par les fêtes, toutes les fêtes qu'il peut y avoir de la côte. Par exemple, l'élection des reines du Pouliguen, 1922. Les courses de bicyclette, les kermesses, les fêtes fleuries, etc. Une image de la Bernerie, un jour de fête, en 1910. Ça donne une idée de l'affluence. Il y avait du monde. Voilà, donc un peu d'une brochure à propos des meetings automobiles d'août 1923 à La Baule. Et puis, donc, ces activités de bord de mer, c'est aussi le sport. Des activités physiques de manière générale qui vont avoir une part importante aussi dans la vie des classes sociales, d'abord favorisées qui fréquentent le bord de mer. Avec des activités autour de la gymnastique, par exemple, la création des premiers clubs de plage, le premier club de plage qui est créé en 1913 à La Baule, qui promeut justement des activités d'éducation physique et sportive. Cette photo, alors c'est une carte postale là aussi de La Baule, année 20, je crois. Là, vous avez une affiche toujours pour La Baule qui, vous voyez, qui promeut alors, la plage, le casino, mais aussi le tennis, les clubs de culture physique, le golf. Donc, le Golf House de La Baule que vous pouvez voir là en carte postale. Le club de golf qui a ouvert dans les années 1920, avec de nombreux professionnels britanniques qui fréquentent les lieux. Les pratiques sportives du bord de mer, c'est aussi le tennis, bien sûr, qui est un élément important du mode de vie de la villégiature balnéaire pour la bourgeoisie qui s'y rend, avec des tournois estivaux, avec des jeux qui sont pratiqués surtout en double mixte, comme vous pouvez le voir là sur la carte postale, d'ailleurs. Et puis, des tenues qui sont pas tellement adaptées pour l'effort physique, comme vous pouvez le voir, qui correspondent plutôt à des standards d'élégance. Voilà. Et puis les courses de chevaux, par exemple, donc, l'hippodrome de Pornichet, le champ de course de Pornichet, inauguré en 1907. Les activités du bord de mer, donc c'est aussi la plaisance, le nautisme, et avec les sociétés nautiques qui apparaissent dans le département dans les années 1850 et qui, au long du 19e siècle, la fin du 19e siècle, vont se développer avec des sociétés de régates qui vont se créer sur la côte, à Pornic, au Croisic, avec le yachting. Donc là, vous avez vu une photographie d'un yacht dans le port du Pouliguen, 1910. Voilà, le yacht La Caroline, dans le chenal du Pouliguen, donc 1910 toujours. Donc, du yachting, qui est une activité qui va être surtout pratiquée donc, par la bourgeoisie industrielle et maritime de Nantes.
Donc, le nautisme, c'est aussi les régates qui vont être organisées, des événements, des compétitions organisées pendant la saison, pendant l'été. Voilà, et puis donc le nautisme va un peu plus se populariser ou se démocratiser la guerre dans les années 1950-60, avec par exemple la popularité d'une figure comme Éric Tabarly et ses voiliers Penduic. Là, vous avez une vue photographie du Penduic 3 dans une régate à la Baule dans les années, je ne sais pas quand d'ailleurs. Enfin, le Penduic 3 a été construit en 1967, donc c'est après. Voilà, là, c'est une photographie qui est tirée d'un fond iconographique d'une revue qui s'appelle la revue 2 degrés Ouest, qui existait dans les années 1960-70 et dont nous conservons aussi les archives aux archives départementales, avec notamment des fonds de photographie. Donc, comme celle-là, là, vous avez une régate à Sainte-Marguerite. Et là, un voilier, une vue d'un voilier, c'est un muscadet, donc des modèles de petits voiliers qui sortent dans les années 1960 et qui vont participer à cette démocratisation aussi de la voile, de la pratique de la voile. Et donc, ça va se voir aussi dans le développement des ports de plaisance, les ports de la côte. Là, on est à Pornichet. Voilà, alors un mot aussi sur ce que les archives peuvent dire des rapports entre population locale et touristes. Là, vous avez une photographie d'un peintre qui, donc un villégiateur, certainement, un membre de cette bonne société qui vient sur la côte, qui peint. Donc une personne, une femme locale, qui est en train de plier le linge, qui fait elle plutôt son activité habituelle sur la plage, traditionnelle. Une photographie qui montre cette activité de faire sécher le linge sur la plage au début du XXe siècle. Autre activité traditionnelle de la plage, c'était le ramassage du goémon, qui se faisait pour l'agriculture, pour l'engrais, qui à un moment va décliner parce qu'on juge que c'est gênant pour les touristes, mais qui va être aussi à un moment très remis au goût du jour, ou redéveloppé réencouragé par des autorités, puisque ça permet aussi de nettoyer la plage pour les touristes. Voilà. Pour les populations locales, c'est aussi une manne financière possible, hein, cette fréquentation des touristes sur la plage. Là, nous sommes dans un rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées qui nous parle de Préfaille. L'anse de Préfaille est fréquentée pendant l'été par de nombreux baigneurs. Les habitants de la localité y ont établi des piquets et cordages. Ils ont en même temps installé des cabanes sur un terrain communal au sommet de la plage et perçoivent pour cette dernière une légère rétribution. Vous voyez, déjà en 1872, il y a une sorte de commerce qui se met en place autour de l'activité touristique. Et les populations locales, alors dans les yeux plutôt des touristes et des villégiateurs, ils font un peu partie du décor quelque part, parce qu'on vient aussi dans une recherche de folklore, de pittoresque, hein, qu'on va retrouver dans les brochures publicitaires. Là, on est donc en 1897, ces costumes de Basse-sur-Mer. C'est une sorte de reconstitution pour les besoins des cartes postales ou des brochures publicitaires aussi qu'on va avoir avec les costumes traditionnels, autour des fêtes traditionnelles, les mariages. Ces collections de cartes postales avec les stéréotypes un peu des habitants, la petite pêcheuse, le vieux pêcheur, etc. Et puis ça va perdurer, hein, puisque là vous avez par exemple le Croisic dans les années 70, marché avec les coiffes. Des bigoudettes, je crois d'ailleurs, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le Croisic, j'imagine, mais en tout cas, il y avait quand même ce folklore breton aussi sur la côte. Voilà, et la fréquentation touristique, ça va être aussi les colonies de vacances. Et par exemple, ces brochures qu'on trouve dans les fonds de l'administration de la préfecture qui s'occupe de réguler et aussi de contrôler ces activités. Donc des colonies de vacances qui vont d'abord se développer dans les années 1880, avec d'abord une vocation aussi hygiéniste. Hein. On envoie les enfants au bord de la mer pour la santé, le grand air, etc. Puis qui va prendre dans les années 30 une dimension plus éducative aussi, où là, les colonies vont vraiment se développer. Et on va avoir des colonies scolaires, mais aussi des colonies catholiques, des colonies prolétariennes, etc., différentes obédiences, entre guillemets. Là, nous avons une brochure donc, pour une colonie de vacances à l'Ermitage à Saint-Brévin. Voilà, avec quelques photos qui nous donnent une idée de la vie des enfants en séjour, avec le départ pour la plage et la lettre à maman.
et La Chapelle. Donc, vous aurez compris qu'il s'agissait d'une colonie catholique. Voilà, des vues de carte postale, colonie à Taron-Plage. Une brochure aussi, donc toujours cette colonie de vacances de Taron. Voilà, distractions nombreuses, fêtes, cinéma, concerts, éducation physique, promenades et excursions procurant de la joie et de la santé. Nourriture excellente, saine, substantielle. Avec quand même, donc, dans le menu, alors au petit déjeuner du café, s'il vous plaît, et au repas du vin coupé d'eau. Et puis on trouve aussi, alors, par exemple, des courriers avec des en-têtes qui nous donnent une idée, voilà, des objectifs qui étaient ceux des colonies de vacances, joie, soleil, santé. Et pour finir, un petit mot sur la période, plus spécifiquement des 30 Glorieuses, l'après-guerre, puisque là, le tourisme balnéaire va encore changer de dimension avec une massification du tourisme et de la fréquentation des plages. On a par exemple ce genre de brochure hein, pour l'époque, donc ils nous vantent, c'est le syndicat, c'est la Fédération syndicale d'initiative, je crois, voilà, de voire inférieur à l'époque qui est Vendée, qui nous vante les plages de la côte, le titre de plage du soleil, des enfants, de la jeunesse et des sports. Voilà, elle constitue le repos idéal pendant les journées de chaleur et un séjour de vacances le plus sûr et le plus sain pour les enfants. Là, nous sommes c'est l'Office du tourisme du pays nantais, vacances au pays nantais, à la mer. Donc, la vague croissante qu'on constate en faveur des plages de l'ouest du pays nantais est le meilleur témoignage des qualités qu'on leur reconnaît. Donc, effectivement, il va y avoir un développement du tourisme. Le tourisme et la fréquentation des plages et des côtes va s'ouvrir d'autres classes sociales avec de nouvelles pratiques qui vont se développer. Alors, par exemple, le développement du camping qu'on peut voir, là, par exemple, toujours dans cette brochure publicitaire, le coin rêvé pour camper, les arbres, la mer. Ça donne envie. Voilà, là, c'est des clichés des articles toujours de cette revue, 2 degrés ouest. Le camping dans les années 60-70, sur le bord de mer. Donc, ces années vont voir aussi des transformations architecturales dans les stations balnéaires, hein, avec des grands ensembles qui vont être construits, qui va de pair donc, avec cette massification du tourisme. Là, des clichés du Remblai de la Baule, avec ces grands ensembles qui vont maintenant côtoyer les villas, les chalets. Voilà, donc une vue du Remblai à mettre en rapport avec les vues qu'on pouvait avoir sur les cartes postales des années 1920. Sur la présence de la voiture qui se fait de plus en plus importante. Et puis donc la pratique de la baignade, la fréquentation de la plage avec des choses qui changent ou des choses qui perdurent. Donc là, on a une vue de ce qui est un club de plage avec ce côté ludique qui va être de plus en plus important, le côté éducation physique qui va prendre prendre moins d'importance. Donc une vue de la plage de la Baule. Les années 1970, donc voilà, pareil à mettre en comparaison avec les cartes postales des années 1920. Toujours beaucoup de monde qui fréquente la plage, mais dans des tenues tout à fait différentes. La pratique du bronzage, peut-être qu'on peut remarquer aussi, mais il y a aussi toujours les cabines de bain. Voilà, et puis aussi des compétitions sportives qui sont toujours présentes, mais avec des nouveaux sports aussi, de nouvelles activités comme l'ultimate sur plage. C'est une affiche de 2012. Donc, on a des documents d'archives qui sont aussi. On n'a pas que des vieilles choses, on a aussi des documents récents. Voilà ce que je pouvais vous dire et vous présenter. Donc maintenant, si peut-être que vous avez des questions ou des remarques, des demandes de précision par rapport à des choses que vous avez vues. Alors, je vais m'adresser d'abord peut-être aux personnes qui sont dans la salle. Non.
Alors, non, parce que c'est à la fin du 19e siècle que ça se passe. Il y avait un casino et pourquoi il a été fermé, je ne sais plus. Mais à un moment, ils ont ouvert un établissement, c'était plus jugé plus assez rentable, donc ils l'ont délaissé, et puis d'autres personnes voilà, sont positionnées sur le marché. Il faudrait. Pourquoi j'ai trouvé des renseignements là-dessus, je ne sais plus. Mais c'est vrai que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que. Alors, je vais peut-être mettre sur Teams. Non, c'est pas ça que je vais avoir. Voilà. Pour les personnes qui sont aussi caméra, voilà, je n'ai pas parlé de ça, mais il y a des choses que vous pouvez trouver, par exemple, en bibliothèque des archives départementales, qui vont très bien vous renseigner donc, sur l'histoire de ce tourisme et des installations, des établissements aussi, etc. Donc, par exemple, une Riviera bretonne, qui est un ouvrage de 2019 de Jean-Bernard Vighetti, qui documente très bien donc, voilà, l'histoire de cette région. Et puis, par exemple, ce numéro aussi de la revue 303 sur le plan des vacances. Voilà, des exemples. Non, je ne sais pas. Le moins de pratique était différente, effectivement. Oui. On voit aussi le texte, des fois écrit. Si vous allez voir dans nos archives numérisées, les cartes postales, des fois, vous trouverez aussi des textes. Alors, c'est rigolo, ça donne des petites tranches de vie, des fois, de gens qui écrivent à leurs proches. Voilà. Mais je ne sais pas, peut-être l'histoire de la Poste, il faudrait s'en renseigner. Vous aviez d'autres questions sur des documents, des choses? Alors, est-ce que les participants à la visioconférence, peut-être, certains peuvent lever la main virtuellement ou ouvrir le micro, se manifester d'une façon ou d'une autre si vous avez une question. Rien de particulier? Bon, eh bien, écoutez, très bien. Je considère que, voilà, vous avez peut-être envie de partir à la plage maintenant, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, bah, je vous remercie pour votre attention, votre intérêt. Voilà, merci à tout le monde sur place et en visio. Je vais mettre fin à la réunion Teams, donc je vous dis à bientôt et voilà, à bientôt pour de nouvelles conférences, donc pour la prochaine saison, peut-être prochaine saison culturelle aux archives départementales.